Vive la République! Vive la France! Il faut éliminer le général de Gaulle. Tuer de Gaulle. Près de 200 coups de feu tirés. Parce qu'on l'accuse d'avoir bradé l'Algérie. 22 août 1962, 19h45. Le président Charles de Gaulle quitte le palais de l'Élysée après avoir présidé le conseil des ministres de rentrée. Il monte à bord d'une DS-19 rejoindre sa résidence dans la commune de Colombey. De Gaulle est à l'arrière gauche du véhicule. À l'avant est assis son chauffeur Francis Maroux, accompagné par le général de Boissieu, aide-de-camp et gendre de Gaulle. Enfin, à l'arrière, aux côtés du président, il y a sa femme, Yvonne de Gaulle. Derrière eux, une seconde DS et 2 motards de la gendarmerie ferment la marche. À son habitude, Yvonne regarde défiler les rues parisiennes, tandis que de Gaulle lui relie des projets de discours. 40 minutes après leur départ, ils arrivent rue de la Libération, à Clamart. Sur le bord de la route, un homme se tient debout. Au passage de la DS, il agite un journal. Personne dans la voiture ne le sait, mais c'est un signal. Soudain, des hommes sortent d'une voiture stationnée sur le bord de la route et tirent sur le cortège présidentiel. À gauche, d'autres hommes cachés dans une autre voiture sortent et ouvrent le feu. En à peine quelques secondes, une centaine de balles déferlent sur la DS présidentielle. Toutefois, même avec 2 pneus crevés, la DS continue sa route et disparaît dans la nuit. Ce soir-là, 12 hommes ont tenté de changer le cours de l'histoire. Et la question qui m'est venue juste après avoir découvert cet événement, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui a bien pu les pousser à vouloir assassiner celui qui 20 ans plus tôt libérait la France de l'occupation allemande ? Mais Paris, libéré. Si vous aussi voulez le savoir, alors je vous propose de me suivre. On va remonter le temps, 8 ans avant le jour où 12 hommes avaient pour mission de tuer le général de Gaulle. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, les hommes du Front National de Libération déclenchent une série d'attentats en Algérie. Plusieurs installations militaires, des commissariats, des entrepôts et des bâtiments publics sont touchés. Au total, plus de 30 attentats frappent l'Algérie en ce 1er novembre 54. C'est la Toussaint Rouge. Une trentaine de bombes artisanales explosées devant différents immeubles. Quelques heures plus tard, des dirigeants du FLN au Caire appellent le peuple d'Algérie à les rejoindre dans une lutte nationale pour la restauration d'un État algérien démocratique et social. 8 morts. C'est le bilan de cette fameuse nuit du 31 octobre 1954. Parmi les victimes, on compte 4 militaires français et un instituteur. La France ne le sait pas encore, mais ces événements marquent le début d'un conflit qui durera 8 ans. À l'époque, on ne parle pas encore de guerre, mais d'événements. C'est le début de la guerre d'Algérie. Ça fait 4 ans que la guerre d'Algérie a commencé. Et alors qu'Alger s'embrase, du côté de la métropole, on est à l'arrêt. La 4ème République instable enchaîne les gouvernements et l'armée déployée en Algérie commence à perdre patience. Mais ce qui va mettre encore plus le feu aux poudres, c'est une annonce du FLN dans laquelle il affirme avoir condamné à mort et exécuté 3 militaires français. Pour une fois, on annonce la condamnation et l'exécution de prisonniers français. Ça choque énormément l'opinion. Je pense qu'à ce coup, le gouvernement et ça choque beaucoup l'armée. Mais la guerre impopulaire provoque une crise politique majeure en métropole. Pendant cette crise, un nouveau président du Conseil est pressenti pour former un gouvernement, un certain Pierre Filmin. Je veux dire ici qu'en Algérie, la France ne cédera pas devant la violence qui vient de se manifester par l'assassinat de 3 soldats français prisonniers. Le problème, c'est que Filmin n'est pas du tout apprécié par l'armée en Algérie, notamment car il est pour l'engagement des négociations avec le FLN. C'est un choix qui est vraiment très mal accueilli. Immédiatement, il y a des réactions assez tendues qui viennent d'Alger, notamment le général Salan, qui précise à Filmin que toute décision qui viserait à reculer sur la question de l'Algérie française serait très mal vécue par l'armée. Donc on n'a pas confiance en lui au départ. Et on est dans un moment où à Alger, on cherche vraiment des figures qui puissent un tout petit peu rassurer sur le maintien de l'Algérie française. Filmin n'en est pas une. Le général Salan, qui déjà donne des ordres au tout nouveau gouvernement, c'est lui. 2 guerres mondiales à son actif, commandant en chef pendant la guerre d'Indochine, et en 1952, il est fait Grand Croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction décernée pour avoir rendu des services d'exception à la France. Maintenant, il est en Algérie à la tête de l'armée. Pour faire simple, en Algérie, l'armée, c'est Salan. Et il est convaincu que l'Algérie, quoi qu'il en coûte, doit rester française. Pour ça, il faut selon lui quelqu'un de fort, quelqu'un qui aura les épaules pour sortir la France de cette crise. Et il a déjà un nom en tête. Du côté d'Alger, la situation explose. Le 13 mai 58, alors que Filmin s'apprête à être investi
président du Conseil, une émeute éclate et tourne au coup d'état militaire. La désignation de Pierre Pflimlin pour former le gouvernement produisit exactement l'effet prévu. Réclamant la constitution d'un gouvernement de salut public, l'armée et les Français d'Algérie organisent le 13 mai une démonstration de force à Alger. Très vite, la manifestation tourne à l'émeute. À ce moment-là, le général Salan, accompagné du général Massu, en profite pour créer un comité de salut public et exige la création d'un nouveau gouvernement à Paris. Et puis ils attendent. Ils attendent pour dire le nom de celui qui, selon eux, doit reprendre la France en main. Pendant des jours et des jours, le Forum d'Alger fut une sorte d'immense creuset bouillonnant où des éléments de nature différente entraient en fusion sans que l'on puisse savoir ce qui résulterait de cette synthèse. L'unanimité, il est vrai, s'était faite sur un nom. Vive l'Algérie française! Vive la France! Vive la République! Vive le général de Gaulle! Donc nous sommes dans une situation de très grave instabilité de la 4ème République, au point où le président de l'époque, René Coty, dit « Je vais faire appel au plus illustre des Français, c'est-à-dire le général de Gaulle. » Et la métropole appelle de Gaulle. Le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile à la France. 17 jours après avoir confié à Pierre Pflimlin la direction du gouvernement, les mêmes députés investissent par 329 voix contre 224 le général de Gaulle et lui accordent les pouvoirs constituants. Parce que le premier problème de l'heure est l'Algérie, le président de Gaulle a voulu que le premier acte de son gouvernement soit une visite à Alger. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a que des Français à part entière. À ce moment-là, De Gaulle ne s'en doute pas, mais ces mots seront la raison pour laquelle certains voudront l'éliminer. Alors ici, avant tout, j'aimerais qu'on fasse un point sur la situation politique française. Donc on est en 1958 et De Gaulle est de retour à la tête de l'État. S'il en est là, c'est en grande partie grâce aux militaires d'Alger qui, après avoir proclamé un comité de salut public, l'ont appelé au pouvoir. Et les militaires, comme énormément de monde en 58 d'ailleurs, sont convaincus que De Gaulle mettra un terme à la crise que constitue la guerre d'Algérie, tout en conservant l'Algérie française. Je crie vive De Gaulle parce qu'il y a eu tellement d'événements qui viennent de se produire. La population algérienne, aussi bien française que musulmane, a le sentiment qu'on va l'abandonner. Je souhaitais que l'Algérie demeure française. Or, j'ai eu le sentiment formel et pénible qu'on allait nous abandonner. C'est ce qui fait que j'ai crié vive De Gaulle le 15 mai. Bien que le nom de Gaulle n'ait pas toujours été accepté en Algérie, ce jour-là, tout le monde s'est mis à crier, à hurler vive De Gaulle, vive De Gaulle. Pour confirmer les espoirs de l'armée, De Gaulle dira d'ailleurs la fameuse phrase du 4 juin 58 « Je vous ai compris », une phrase qui, nous le verrons, veut tout et rien dire. Il dira même « Vive l'Algérie française » 2 jours après à Mostaganem, ou encore dans une lettre destinée au général Salan, il affirme clairement que la France ne doit pas lâcher l'Algérie. Donc c'est clair, les déclarations du président De Gaulle ne laissent aucun doute sur le fait qu'il est pour l'Algérie française et qu'il fera tout pour la garder, n'est-ce pas? On peut maintenant discerner le moment où les femmes et les hommes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause. Au nom de la France, je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Je me tourne vers les dirigeants de l'insurrection. Je leur déclare que nous les attendons ici pour trouver avec eux une fin honorable aux combats qui se traînent encore. Ayant repris la tête de la France, j'ai, on le sait, décidé en son nom de suivre un chemin nouveau. Ce chemin conduit non plus au gouvernement de l'Algérie par la métropole française, mais à l'Algérie algérienne. L'Algérie de demain peut être faite ou bien avec la France, ou bien contre la France. Au cours de l'année 1960, cette année est vraiment l'année difficile, dure,
pénible pour la population algérienne et pour la population française. La France est vraiment dans la guerre. Les attentats se multiplient à la fois en Algérie et en métropole. L'opinion française est également de plus en plus hostile à la guerre, alors que jusqu'en 1958, elle hésitait, etc., il y avait un certain nombre de gens qui étaient encore tout à fait favorables à l'Algérie française. Au cours de l'année 1960, il y a une pression de plus en plus forte qui s'exerce sur De Gaulle pour aboutir à une solution. Donc en seulement 2 petites années, on marque que la politique du général de Gaulle a bien changé. C'est lui qui a été remis au pouvoir justement en tant que sauveur de l'Algérie française, semble devenir petit à petit le partisan de son abandon. Encore un an après, De Gaulle franchit un nouveau cap en demandant aux Français, par le biais d'un référendum, s'ils sont d'accord pour que les Algériens décident eux-mêmes de leur avenir. Et ce qu'il en ressort, c'est que plus de 75% des suffrages répondent oui. La France accepte sans aucune réserve que les populations algériennes se constituent en un État entièrement indépendant. Elle est toute prête à organiser avec les éléments politiques algériens, et notamment avec ceux de la rébellion, la libre autodétermination. Donc, à partir de ce moment-là, on voit bien comment les choses se coalisent. Il y a une partie de l'armée et de la population noire qui sont tout à fait hostiles à la politique du général de Gaulle. Le général Vézinet, le général Crépin, des gens qui sont extrêmement proches du général de Gaulle, expriment leur désaccord en disant « Non, non, ça ne va pas, vous nous faites aller là où ça n'était pas prévu ». Et ce référendum, il est très important car il a 2 conséquences majeures. La première conséquence qui a été voulue par de Gaulle, c'est que désormais sa politique algérienne est ornée de la légitimité. C'est-à-dire que toute personne qui s'opposera à l'indépendance de l'Algérie s'opposera non seulement à l'État, mais aussi à la volonté du peuple français. Et la seconde conséquence, qui n'était en aucun cas prévue par le président, c'est que les plus farouches partisans de l'Algérie française se regroupent pour la création d'une entité qui se veut politique comme militaire. Cette entité, c'est l'Organisation de l'armée secrète, ou plus simplement appelée l'OAS. L'OAS était la violence comme réponse aux aspirations indépendantistes du peuple algérien et aux quelques Français qui avaient manifesté leur solidarité. Qui étaient les fondateurs de l'OAS? C'était d'une part des officiers de haute volée, parmi lesquels le général Salan, avec des intellectuels d'extrême droite comme Jean-Jacques Susini. L'armée secrète avait été créée théoriquement à Madrid. J'avais eu à l'époque le souci d'unifier tous les mouvements qui avaient pu se constituer en Algérie, en France, en Espagne, et j'avais eu le souci de les mettre sous l'autorité qui m'apparaissait tout à fait naturelle du général Salan. En avril 1961, l'OAS et l'armée en Algérie préparent un dernier tour de force. Alors que le référendum sur l'autodétermination est accepté par les Français, ils pensent que c'est le moment de reproduire ce qu'ils ont fait 3 ans plus tôt. Faire un coup d'État en Algérie pour pousser le gouvernement de Paris à la chute. Nous ne pouvions pas accepter, nous, militaires, et là j'ai été complètement suivi. Je le dis bien, complètement suivi. Toute l'armée a fait corps avec moi, et nous avons dit, l'Algérie c'est la France, et bien nous la garderons contre vents et marées. Ce coup d'État est orchestré par les généraux Chasles, Salan, Jouot et Zeller. Algériennes, Algériens, nous avons réussi à venir auprès de vous et auprès de vous, nous resterons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire que nous vous avions promise ici, et cette fois-ci, nous la réaliserons. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. Français, aidez-moi. En 3 jours à peine, on remarque que derrière ce mouvement se cache en réalité qu'un ultime sursaut mal organisé, sans réelle chance de réussite. J'ai écrit un plan pour l'arrivée à Alger et les mesures à prendre. Immédiates, c'est-à-dire la mobilisation immédiate de la population européenne. Rien n'a été fait. L'armée de la République française, elle n'était pas farouchement d'Algérie française. C'était le contingent, c'était 400 000 hommes. C'était 500 000, comme avait dit De Gaulle, 500 000 gars avec des transistors. Mais c'était quoi l'armée au putsch? C'était des promesses, c'était une illusion. C'était 3 000 hommes. Mais qu'est-ce que c'est que 3 000 hommes sur 500 000? Si la mobilisation générale avait eu lieu, ça posait au pouvoir de Paris un problème insoluble. Parce qu'en plus, nous avions l'armement pour au moins 100 000 hommes. Donc, on a perdu. Et quand on a perdu, je me rappelle avec émotion,
Les camions étant revenus, certains qui désertaient et d'autres qui se rendaient. Juste après le putsch, le général Schall et le général Zeller se rendent, tandis que le général Jouot et le général Salan passent dans la clandestinité en rejoignant leurs compagnons de l'OAS. Et d'ailleurs, à ce moment-là, l'OAS va muter. Au départ, l'OAS était une organisation politico-militaire qui regroupait les partisans de l'Algérie française pour organiser le putsch d'Alger. Mais après le raté de l'opération, l'OAS s'engage frontalement dans une guerre clandestine contre l'État français. L'OAS veut semer le désordre en Algérie d'abord, dans la métropole ensuite. Un désordre absolu. Faire que les Français, dans ce désordre, finissent par l'imputer à De Gaulle, le reprochent à De Gaulle, pour que finalement De Gaulle soit littéralement jeté hors le pouvoir. L'OAS a exporté la question algérienne en France sous forme de violence. J'ai des souvenirs, au moment de la guerre d'Algérie, en plein Paris, il y avait ce qu'on appelait des nuits bleues, au cours desquelles il y avait des attentats à peu près toutes les heures. Et ça a duré pendant une année. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'était une année d'intense violence. Et puis ensuite, l'OAS a continué. Très rapidement, l'OAS a commencé à s'en prendre à De Gaulle. Comme en septembre 1961, à Pont-sur-Seine, où une bombe explose sur le trajet du cortège présidentiel. Heureusement pour le président, l'humidité a diminué la puissance des explosifs, ne faisant aucun mort ou blessé. Et vous verrez, cette tentative est très importante pour la suite. Mais l'un des attentats de l'OAS les plus marquants, ce sera celui organisé contre André Malraux, ministre de la Culture à ce moment-là. Pour l'assassiner, les membres de l'OAS déposent une bombe devant l'immeuble où il habite, mais au moment de l'explosion, Malraux n'est pas chez lui. Toutefois, une petite fille de 4 ans se trouvait dans l'immeuble. Elle sort de cet attentat gravement blessée, le visage arraché par l'explosion, ce qui la rend aveugle pour le restant de ses jours. Et cet attentat nous montre bien le changement qu'il y a eu au sein de l'OAS. Désormais, on est forcé de constater qu'on est face à une organisation terroriste. Pendant ce temps-là, l'indépendance de l'Algérie avance et le 18 mars 62, les accords d'Évian sont signés, mettant fin au conflit pour laisser place à une Algérie indépendante. Et ces accords, ça va être la goutte de trop pour les partisans de l'Algérie française. Ça tombe bien car il y a un Français qui est prêt à tout pour empêcher leur application. Un certain nombre de gens, membres de l'OAS, reprochent au général de Gaulle d'avoir, comme ils le disent, bradé l'Algérie. Et ils ont décidé de procéder à une sorte de régicide. Il faut éliminer le général de Gaulle parce qu'il n'a pas tenu sa parole. L'homme que vous voyez ici, c'est Bastien Thierry. Il a 35 ans, c'est un lieutenant-colonel de l'armée française, brillant polytechnicien, proche de certains membres de l'OAS et surtout, il est convaincu que De Gaulle a trahi le serment fait à Alger en 58, le serment selon lequel l'Algérie restera française. Il s'est fait le raisonnement suivant, il s'est dit, moi qui suis officier, qui ai 5 galons sur les manches, n'ai jamais versé mon sang, et j'ai fait don de ma personne à la France le jour où j'ai signé un contrat d'engagement dans l'armée. Par conséquent, il faut que je fasse quelque chose pour sauver l'Algérie, pour garder ces 3 départements français. Il appartenait à une famille de gaullistes convaincus, il était lui-même en adoration devant l'homme du 18 juin, et tout d'un coup, cet homme est apparu à lui comme l'unique responsable de l'abandon de ce que représentait l'Algérie française. Pour lui, le seul responsable, c'était donc le général de Gaulle qui avait trahi sa parole. Et lui, en tant que militaire, il n'a pas supporté, il n'a pas toléré qu'un militaire comme le général de Gaulle trahisse, ne respecte pas sa parole. Et la particularité de Bastien Thierry, c'est qu'il a déjà été le cerveau d'un attentat contre le président. C'est lui qui a commandité la tentative de Pont-sur-Seine où des explosifs placés sur la route devaient faire sauter la voiture présidentielle. Les 2 autres hommes importants de l'opération, ce sont eux. Alain de la Tocquenay et Jacques Prévost, 2 membres actifs de l'OAS qui participeront à l'élaboration du plan avec Bastien Thierry. En dehors de ces 3-là, 9 autres hommes provenant des réseaux de l'OAS seront réunis pour participer à l'opération. On y retrouve d'ailleurs pas uniquement des partisans de l'Algérie française, mais aussi des Hongrois anticommunistes comme Laros Marton, qui voient en De Gaulle un communiste en puissance après son rapprochement avec l'URSS. Enfin, pour terminer, il y a une taupe à l'Élysée qui est en contact direct avec Bastien Thierry et qui lui permet d'avoir des informations confidentielles sur le président. Des informations qui seront capitales pour la création du plan. Pour tuer De Gaulle, encore faut-il savoir où le frapper. Et c'est là que l'informateur infiltré à l'Élysée devient indispensable. Car grâce à lui, Bastien Thierry a accès aux habitudes du président. Il apprend notamment que le président n'aime pas rester à l'Élysée et rentre souvent à sa résidence personnelle dans la commune de Colombey-les-Deux-Églises. Toutefois, il ne prend pas seulement la voiture pour le trajet entre l'Élysée et sa résidence, mais aussi l'avion. C'est-à-dire que De Gaulle quitte l'Élysée en voiture, se rend à la base aérienne de Villacoublay, prend l'avion jusqu'à la base aérienne de Saint-Dizier et enfin reprend la voiture. Donc Bastien Thierry s'aperçoit qu'il ne lui reste plus que 2 endroits où De Gaulle est une
cible facile. Ici, entre l'Élysée et Villacoublay, et ici, entre Saint-Dizier et Colombey. Très rapidement, il fait son choix. Ce sera entre Villacoublay et l'Élysée que l'opération aura lieu. Et ce, pour deux raisons. D'abord, Bastien Thierry connaît les itinéraires qu'emprunte le président pour se rendre à la base aérienne de Villacoublay grâce à son contact à l'Élysée. Il y a l'itinéraire 1 qui passe par le Pont de Sèvres et l'itinéraire 2 qui passe par le Petit Clamart. Et ensuite, il choisit Paris, car les 3 voitures choisies pour l'opération seront moins repérées dans une grande ville que dans une petite commune comme Colombey, d'à peine 800 habitants. Et en parlant des voitures choisies pour l'opération, les voici. Premièrement, on a une estafette de chez Renault. À l'intérieur, 5 hommes armés de Thompson. Ce sont eux qui ouvriront le feu sur la voiture présidentielle. Deuxièmement, une Citroën ID19 qui ajoute 3 tireurs au dispositif. Et troisièmement, une Peugeot 403 qui, quant à elle, sera stationnée un peu plus loin pour barrer la route du convoi présidentiel dans le cas où les tireurs des 2 premières voitures n'arrivent pas à l'arrêter. Puis enfin, il reste le signal. À l'aide d'un journal, Bastien Thierry a pour mission d'avertir ses hommes de l'arrivée du président. Donc c'est bon, on a nos hommes, nos armes, nos voitures, tout semble bouclé, presque millimétré. Sauf un dernier élément. Rappelez-vous, le cortège présidentiel dispose de 2 itinéraires pour se rendre à Villacoublay. Le problème est que si Bastien Thierry prévoit que ce sera un itinéraire alors que c'est l'autre, que se passerait-il? L'homme qui a déjà raté sa tentative de Pont-sur-Seine laisse vraiment reposer le succès de sa mission sur un pile ou face au risque de voir des mois de préparation partir en fumée? Eh bien évidemment non, car Bastien Thierry, en bon polytechnicien qu'il est, a tout prévu. Selon lui, c'est à partir du pont Alexandre III que tout se décide. Si on va d'un côté, on prend l'itinéraire 1. Si on va de l'autre, c'est l'itinéraire 2. Donc son idée, c'est de placer un guetteur qui sera chargé de regarder quel côté choisit le convoi, puis de se rendre dans un café tout proche pour téléphoner à Bastien Thierry et lui dire quel itinéraire a été choisi. Et à partir de cet appel, de cet instant précis, les 12 hommes ne disposent que de 20 minutes, pas une de plus, pour prendre les armes, rentrer dans les voitures et foncer à l'endroit de l'embuscade pour peut-être changer le cours de l'histoire. On est donc de retour au mercredi 22 août 1962, au moment où De Gaulle quitte le palais de l'Élysée. Au pont Alexandre III, un homme est assis sur un banc. Il observe quelle direction prend la DS, le convoi continue tout droit après le pont, l'itinéraire est choisi. Dans la minute, Bastien Thierry reçoit un appel. Ils ont franchi le pont Alexandre III, c'est l'itinéraire numéro 2, le Petit Clamart. Bonne chance. Donc pas de temps à perdre. Les 12 hommes s'installent à l'endroit prévu. Comme un clin d'œil de l'histoire, c'est à l'avenue de la Libération que l'embuscade aura lieu. Une fois installés, ils attendent. La nuit commence à tomber et un homme de la 3e voiture s'impatiente et sort pour vérifier de ses propres yeux si le cortège présidentiel arrive. Et c'est pile à ce moment-là où De Gaulle arrive. Bastien Thierry lève son journal, mais la pénombre avale son geste et ses hommes ne le voient pas. C'est au dernier moment que les 5 hommes dans l'estafette voient la voiture présidentielle et ouvrent le feu. De même pour les hommes de la 2e voiture qui parviennent à crever le pneu avant gauche. La 3e voiture, quant à elle, perd de précieuses secondes à cause de l'homme qui l'avait quitté par impatience et ne parvient pas à barrer la route au cortège présidentiel qui file avec 2 pneus crevés. Le général de Gaulle a fait une réflexion qui est celle-ci: pour cette fois, c'était tangent, mais il tire si mal. Et moi, je peux vous dire une chose, ils n'ont pas tiré si mal. Vous avez eu la chance, et Dieu était avec eux. Au total, c'est 150 balles qui sont tirées et seulement 8 touchent la DS présidentielle. Pour Bastien Thierry, ce n'est pas seulement un échec, mais une défaite. Lui qui avait déjà raté la tentative de Pont-sur-Seine, voyait son plan échouer encore une fois. L'attentat échoue par le hasard, d'abord. On a parlé de la baraka du général de Gaulle. Un nombre considérable de coups de feu sont tirés sur la voiture sans atteindre directement ni le général, ni son épouse, ni son aide de camp. Mais pour réellement comprendre pourquoi l'attentat a échoué sans s'en remettre au simple hasard, écoutons le témoignage direct de Laros Marton, l'un des Hongrois dont je vous ai parlé plus tôt. Il n'y a pas une seule raison de cet échec, je pourrais en citer quelques-uns. Numéro 1, très certainement, le manque d'argent. Parce que si on avait de l'argent, on aurait pu avoir des voitures et des armements ultra-modernes, alors que c'était vraiment à la débrouillardise. La plupart des armes étaient données par des sympathisants qui étaient cachés dans les caves ou dans les greniers sans entretien. À peu près 2/3 des armes se sont enrayées. Le groupe, sans jeter le déshonneur à qui que ce soit, n'était pas un groupe soudé. L'endroit n'était pas trop bien choisi parce que c'était une avenue très longue
rectiligne. Et au-delà des armes défectueuses ou du manque de cohésion au sein du groupe, il y a une autre raison qui pourrait bien être la cause principale de l'échec. Les choses ne se passent jamais sur le terrain comme on l'a prévu. Bastien Thierry, étant polytechnicien, enfermait ses hommes dans un schéma extrêmement rigide. C'est à mon avis la cause des échecs d'ailleurs. Si au Petit Clamart ils n'avaient plus de liberté d'action, probablement ils auraient parfaitement pu réussir. Mais De Gaulle a eu beaucoup de retard. Il roulait beaucoup plus vite que Bastien Thierry n'avait calculé, si bien que le tir axial est devenu un tir latéral. Mais c'est quand même un véritable miracle si De Gaulle s'en est tiré. Et Madame De Gaulle, tout le monde pouvait tuer dans cette voiture. Normalement, ils auraient dû tous être tués. En quelques jours à peine, le commando est retrouvé. Tous les membres sont arrêtés, y compris Bastien Thierry, qui devra faire face à la justice. C'est ici que va se tenir le procès, au fort de Vincennes, dans un tribunal militaire, plus particulièrement une cour militaire créée spécialement pour l'occasion. La cour militaire siège à Vincennes. Le prétoire est éclairé par des tubes luminescents qui donnent une lumière blanche et terne. Il n'y a pas de fenêtre et l'atmosphère n'est pas celle d'une cour d'assises, noble et solennelle, mais bien plutôt celle oppressante et contraignante d'un tribunal révolutionnaire. La particularité de cette cour, c'est qu'il est impossible de faire appel. Une fois le verdict rendu, il est définitif. La seule issue pour échapper à la sentence, c'est d'obtenir la grâce présidentielle. Autrement dit, espérer le pardon de l'homme qu'ils ont voulu tuer. Il y avait parmi les avocats deux types de préoccupations à certains égards contradictoires. Certains voulaient vraiment sauver la tête de leurs clients et d'autres voulaient plutôt continuer de témoigner devant la France et devant le monde entier des excellentes raisons que les clients avaient eues de vouloir tuer De Gaulle. Et on sent cette opposition, puisque peu de temps après les débuts de l'interrogation, ils ont tout à coup décidé qu'ils allaient expliquer qu'ils n'avaient pas l'intention de tuer De Gaulle, mais en réalité de le faire prisonnier et de l'emmener dans une villa cachée pour faire son procès. Ce qui apparaissait absolument étrange quand on voit le nombre des 150 balles qui avaient été dirigées vers lui. Tixier-Vignancourt, qui était un avocat qui a incarné l'Algérie française, était persuadé que ça n'avait pas tellement d'importance qu'on les sauve ou pas. Ce qu'il fallait, c'était pouvoir expliquer haut et fort quelles étaient les vertus de la cause qu'il défendait. Quand on dit que Bastien Thierry voulait simplement enlever le général de Gaulle, c'est en fait quelque chose qui a été inventé par la défense au procès. C'était un système de défense des avocats, je vous donne ma parole. Et vous dites même que Bastien Thierry disait à ses avocats: moi, je ne veux pas mentir, je veux dire la vérité. Il a dit, je ne veux pas accepter parce que ce serait une lâcheté de ma part. Et les avocats ont insisté, vous connaissez la mentalité des avocats, ils veulent sauver par tous les moyens leurs clients. C'est leur boulot. Ouais. Voilà, donc vous dites que De Gaulle devait être abattu par le commando. Devait être tué, oui. Il n'y avait pas d'histoire d'enlèvement. Absolument pas. Quant à lui, Bastien Thierry a toujours voulu défendre l'idée que c'était une décision politique. Il ne cherchait pas du tout à se défendre. Et c'est vrai que dès le début du procès, les avocats ont dit que les cartes étaient déjà jouées. Il s'est moqué du général de Gaulle. On lui a demandé qu'est-ce que vous auriez fait si le général de Gaulle s'était débattu au moment où on l'arrêtait. Il a dit on lui aurait enlevé ses lunettes et ses bretelles. Et à ce moment-là, un avocat a dit il a signé sa peine de mort. Les réquisitions du procureur sont simples. Aucune circonstance atténuante ne doit être laissée aux accusés et il demande la peine de mort pour Alain de La Tocquenay, Jacques Prévost et évidemment Bastien Thierry. Il n'est pas possible de demander la peine de mort contre Bastien Thierry et La Tocquenay sans discuter leur mobile et sans dire pourquoi. Leur culpabilité ne peut être atténuée. Ce qui a surgi dans l'âme de Bastien Thierry comme dans celle de La Tocquenay, c'est une volonté absolument féroce de mettre un terme à une politique qui les avait eux-mêmes crucifiés dans leur âme, dans leur esprit et dans leur cœur. Voilà la vérité. Nous demandons simplement que rien d'irrémédiable, que rien d'irréversible ne vienne ajouter au drame qui est le nôtre, qui est le vôtre. Juste après la plaidoirie de maître Tixier-Vignancourt, va arriver sûrement le moment le plus important du procès. Bastien Thierry se lève et décide de sortir de son silence. La question de savoir s'il voulait enlever ou tuer le président n'est même plus dans son esprit. Ce qu'il veut, c'est faire le procès du véritable coupable selon lui, le procès de l'homme qui a menti aux Français, le procès du général de Gaulle. Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est tout étonné quand il est cru sur parole. Des engagements solennels furent pris devant le peuple français, devant l'armée et devant les différentes communautés d'Algérie par celui qui personnifiait le nouveau pouvoir politique. Et des serments proclamaient que l'Algérie resterait terre française
et que tous les habitants d'Algérie deviendraient des Français à part entière. Ces engagements, nul n'était obligé de les prendre, ces serments, nul n'était obligé de les traiter. Mais dès lors qu'ils étaient pris par un chef de gouvernement nouvellement investi, ils avaient valeur de programme politique. Serment traité par un général en uniforme, devant d'autres généraux, devant des officiers et des soldats. C'était une question d'honneur, une question d'honnêteté intellectuelle et une question de simple bonne foi, de faire tout ce qui était humainement possible pour honorer ses engagements et pour tenir ses serments, en prêtant dans un but tactique des serments qu'il n'était pas décidé à tenir. L'actuel chef de l'État montrait qu'il était décidé à exercer son pouvoir envers et contre tout en utilisant les moyens et les méthodes les plus cyniques et moralement les plus condamnables. Mais c'est en vain et le verdict tombe. Alain de La Tocquenay, Jacques Prévost et Bastien Thierry sont condamnés à mort. Un jour de mars 1963, 4h30 du matin, la porte de la cellule à la prison de Fresnes où dort Jean-Marie Bastien-Thierry est ouverte. Rentre le cortège d'hommes noirs, traditionnel dans ces cas-là. Le procureur général, le directeur de la prison, les avocats. Bastien-Thierry s'éveille, se dresse. Sa première question est: mes amis? Gracier, mon colonel. J'en suis heureux. Heureux pour eux. C'est fini, on part. Le long cortège dans les couloirs de la prison, la porte ouverte. Bastien-Thierry découvre le peloton d'exécution, ces soldats français qui doivent tirer sur un officier français. On l'attache au poteau. Et ses mains attachées tiennent un chapelet. 6h40, la salve. Un peu plus tard, le général de Gaulle parlera de Bastien-Thierry à l'un de ses familiers. Il dira: il faut aux Français des martyrs, mais il faut qu'ils les choisissent bien. Moi, je leur ai donné Bastien-Thierry. Quand j'aurai disparu, qu'il soit donc leur martyr. Il le mérite.